À 4 heures du matin, tapante sur le vrombissement discret d'un téléphone sécurisé brisa. À 4 heures du matin, tapante sur le vrombissement discret d'un téléphone sécurisé brisa le silence. Aucun être humain, où qu'il soit sur la planète, n'aurait pu deviner ce que les 3 prochains jours allaient déclencher. Ce signal anodin, en apparence, allait pourtant bousculer l'ordre mondial, redessiner la carte des puissances et graver dans l'histoire un nouveau chapitre des rapports franco-russes destinés à peser lourd pendant des générations. Monsieur le ministre, dit la voix du général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, nous avons intercepté une communication du Kremlin. Poutine va faire une déclaration publique dans 2 heures. Elle vous concerne directement. Le cornu ne dit rien pendant quelques secondes. Ses doigts tapotent le bureau en chaîne massif. Un tic nerveux que seuls ses proches collaborateurs connaissaient. Le contenu contient une menace contre vous personnellement, contre la France, concernant notre aide militaire à l'Ukraine. C'est du sérieux, Sébastien. 2 heures plus tard, Moscou. Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes. Costume sombre, regard de glace, cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans sa voix. Une note de frustration presque imperceptible mais bien réelle. La France commença-t-il en russe, son ton délibérément lent, et son ministre des Armées, ce Sébastien Lecornu, croit pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à Kiev. Ils forment des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis vint la menace, claire et directe. Je dis à Monsieur Lecornu, la Russie n'oublie jamais. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé. La France joue un jeu dangereux, très dangereux. Les analystes du monde entier se penchèrent immédiatement sur ce discours. C'était rare que Poutine nomme directement un ministre étranger. Cela signifiait quelque chose. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. Macron Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, ainsi que les chefs des services de renseignement étaient présents. L'atmosphère est électrique. Il essaie de t'isoler, dit Macron en regardant Lecornu. Te faire passer pour l'homme qui met de la France en danger, c'est une tactique classique du Comité pour la sécurité de l'État. Lecornu hocha la tête. Je sais, mais il a commis une erreur, laquelle il m'a sous-estimé. Il pense que je vais me taire, m'excuser, ralentir notre aide à l'Ukraine. Il se trompe complètement. Catherine Colonna intervint. Sébastien réfléchit bien. Une escalade verbale avec Poutine peut avoir des conséquences. Il a des moyens de nuire cyberattaques, désinformation, provocation militaire. Lecornu se leva, marcha vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Ses yeux fixaient l'Ukraine, ce pays déchiré par 3 années de guerre brutale. Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est exactement cette peur qui a permis à Poutine de faire ce qu'il veut. Depuis des années, la Géorgie en 2008, on avait peur. La Crimée en 2014, on avait peur. Le Donbass, peur. Maintenant, toute l'Ukraine. À quel moment on arrête d'avoir peur? Le silence tomba sur la pièce. Macron observait son ministre. À 4 heures du matin, tapante sur le vrombissement discret d'un téléphone sécurisé brisa le silence. Aucun être humain, où qu'il soit sur la planète, n'aurait pu deviner ce que les 3 prochains jours allaient déclencher. Ce signal anodin, en apparence, allait pourtant bousculer l'ordre mondial, redessiner la carte des puissances et graver dans l'histoire un nouveau chapitre des rapports franco-russes destinés à peser lourd pendant des générations. Monsieur le ministre, dit la voix du général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, nous avons intercepté une communication du Kremlin. Poutine va faire une déclaration publique dans 2 heures. Elle vous concerne directement. Le cornu ne dit rien pendant quelques secondes. Ses doigts tapotent le bureau en chaîne massif. Un tic nerveux que seuls ses proches collaborateurs connaissaient. Le contenu contient une menace contre vous personnellement, contre la France, concernant notre aide militaire à l'Ukraine. C'est du sérieux, Sébastien. 2 heures plus tard, Moscou. Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes. Costume sombre, regard de glace, cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans sa voix. Une note de frustration presque imperceptible mais bien réelle. La France commença-t-il en russe, son ton délibérément lent, et son ministre des Armées, ce Sébastien Lecornu, croit pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à Kiev. Ils forment des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis vint la menace, claire et directe.
Je dis à Monsieur Lecornu, la Russie n'oublie jamais. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé. La France joue un jeu dangereux, très dangereux. Les analystes du monde entier se penchèrent immédiatement sur ce discours. C'était rare que Poutine nomme directement un ministre étranger. Cela signifiait quelque chose. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. Macron Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, ainsi que les chefs des services de renseignement étaient présents. L'atmosphère est électrique. Il essaie de t'isoler, dit Macron en regardant Lecornu. Te faire passer pour l'homme qui met de la France en danger. C'est une tactique classique du Comité pour la sécurité de l'État. Lecornu hocha la tête. Je sais, mais il a commis une erreur, laquelle il m'a sous-estimé. Il pense que je vais me taire, m'excuser, ralentir notre aide à l'Ukraine. Il se trompe complètement. Catherine Colonna intervint. Sébastien réfléchit bien. Une escalade verbale avec Poutine peut avoir des conséquences. Il a des moyens de nuire cyberattaques, désinformation, provocation militaire. Lecornu se leva, marcha vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Ses yeux fixaient l'Ukraine, ce pays déchiré par 3 années de guerre brutale. Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est exactement cette peur qui a permis à Poutine de faire ce qu'il veut. Depuis des années, la Géorgie en 2008, on avait peur. La Crimée en 2014, on avait peur. Le Donbass, peur. Maintenant, toute l'Ukraine. À quel moment on arrête d'avoir peur, le silence tomba sur la pièce. Macron observait son ministre des Armées avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il connaissait Lecornu. Il savait que lorsqu'il prenait cette posture, rien ne pourrait le faire changer d'avis. « Qu'est-ce que tu proposes » demanda le président. Une réponse. Pas diplomatique, pas politique, militaire, concrète, immédiate. Nous avons promis 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour 2024. Je propose de doubler ce montant 6 milliards et de l'annoncer publiquement dans les 48 heures. En réponse directe aux menaces de Poutine, l'un des conseillers s'étouffait presque. Sébastien, c'est de la folie. Le budget de la défense ne peut pas absorber cela. S'il peut. J'ai fait les calculs cette nuit. Nous utilisons les intérêts des avoirs russes gelés. Comme nous l'avons déjà commencé, nous accélérons les livraisons de matériel ancien de l'armée de terre qui doit être remplacé de toute façon. Et nous augmentons les commandes à notre industrie d'armement, ce qui crée des emplois en France. Macron réfléchissait de ses doigts, formant une pyramide devant son visage. C'est risqué. C'est nécessaire, répliqua Lecornu. Poutine croit qu'il peut nous intimider parce qu'il pense que nous sommes comme les autres Européens, divisés, hésitants, faibles. Il faut lui montrer qu'il se trompe, pas avec des mots, avec des actes. Le président prit sa décision. D'accord. Mais tu le gères personnellement, pas de fuite, préparation totale. Et quand tu l'annonces, cela doit être parfait, inattaquable. Pendant les 36 heures suivantes, Lecornu ne dormit pratiquement pas. Il était dans ce qu'on appelait au ministère des Armées son mode guerre, concentration totale, délégation, nul contrôle absolu de chaque détail. Son équipe travaillait. Il devait préparer 3 choses simultanément, la liste exacte de l'équipement militaire qui serait envoyé à l'Ukraine, le plan de financement prouvant que c'était réalisable sans déstabiliser le budget de la France, la stratégie de communication qui transformerait la menace de Poutine en victoire française. À 23h30 la veille de l'annonce prévue, Lecornu reçut un appel de Bruno Le Maire, son ancien mentor politique. « Sébastien, j'ai entendu des rumeurs. Dis-moi que tu ne vas pas faire ce que je pense que tu vas faire. » Bruno, tu sais que je ne peux pas discuter des opérations en cours. Ce n'est pas une opération, c'est du suicide politique. Défier Poutine publiquement, tu sais ce qu'il fait à ses ennemis? Lecornu resta silencieux un moment, puis d'une voix calme mais ferme. Bruno, tu m'as appris quelque chose quand j'avais 19 ans et que je travaillais comme assistant parlementaire. Tu m'as dit, en politique, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent. Les premiers font carrière, les secondes font l'histoire. Je choisis l'histoire. Le lendemain matin, 9 heures, Français, Européens, Américains, même quelques journalistes russes de médias indépendants en exil. L'atmosphère était tendue. Tout le monde savait qu'une annonce majeure allait être faite. Le ministre monta au pupitre. Pas de notes, pas de prompteur, juste lui et sa détermination. « Mesdames et messieurs » commença-t-il. Sa voix résonnait clairement dans le silence absolu.
Il y a 48 heures, le président de la Fédération de Russie a prononcé mon nom. Il a proféré des menaces contre la France et contre moi personnellement. Je suis ici aujourd'hui pour lui répondre. Les journalistes se penchèrent en avant. C'était sans précédent. S'adresser directement publiquement à Vladimir Poutine. Monsieur Poutine croit que les menaces fonctionnent, qu'elles font peur, qu'elles paralysent. Il se trompe. Chaque menace de la Russie ne fera qu'augmenter notre détermination à aider l'Ukraine. Il fit une pause, laissant ces mots résonner. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que la France double son aide militaire à l'Ukraine de 3 à 6 milliards d'euros. Un choc parcourut la salle, des murmures, des exclamations étouffées. Cette aide comprendra 518 nouveaux canons César, plus que tout le parc de l'armée française, plusieurs milliers de munitions de 155 mm, des drones de surveillance français, des missiles Escalp, des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés et surtout la formation continue de milliers de soldats ukrainiens sur le sol français. Le cornu s'arrêta, but une gorgée d'eau, puis continua avec une intensité accrue. Monsieur Poutine, vous avez dit que la Russie n'oublie jamais. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose que vous semblez avoir oublié, la France non plus. N'oublie pas. Nous n'oublions pas. En 1812, quand vos ancêtres ont combattu Napoléon, non pas par idéologie, mais pour leur survie. Nous n'oublions pas 1914, 1919, quand la Russie était notre allié contre l'impérialisme allemand. Nous n'oublions pas 1944, quand les soldats soviétiques ont contribué à libérer l'Europe du nazisme. Sa voix devint plus dure. Mais nous n'oublions pas non plus Budapest-Vilnius 1980. Le silence dans la salle était maintenant total. Certains journalistes avaient cessé de prendre des notes hypnotisés par ce moment historique. Vous pensez que nommer un ministre français proférer des menaces va nous intimider? Vous vous trompez gravement. Chaque menace que vous prononcez sera convertie en aide supplémentaire pour l'Ukraine. Chaque tentative d'intimidation ne fera qu'augmenter notre résolution. Les cornus se pencha légèrement vers les microphones. Et je vous le dis clairement pour que vous n'ayez aucun doute, la France ne reculera pas. Pas d'un centimètre, pas d'un euro, pas d'une arme. Vous voulez un rapport de force? Le voici. Notre industrie de défense produit maintenant des canons en série plus que notre propre armée n'en possède. Nous pouvons produire des dizaines de milliers d'obus par mois. Nos usines tournent 24 heures sur 24. C'est cela l'économie de guerre européenne et elle ne fait que commencer. Il conclut. Alors, Monsieur Poutine, si vous pensez que menacer un ministre français va changer quoi que ce soit, vous venez de comprendre votre erreur. Vous n'avez pas affaibli notre résolution. Vous l'avez renforcée. Merci. La salle explosa, questions fusant de partout, mais l'écornu ne prit aucune question. Il quitta le pupitre, laissant ses mots résonner. En moins de 30 minutes, son discours faisait le tour du monde. La déclaration de guerre de Lecornu à Poutine, titrait Le Figaro. Un ministre français défie ouvertement Moscou, annonçait CNN. Lecornu à Poutine, chaque menace, c'est plus d'armes pour l'Ukraine, résumait Rouillade. Mais la vraie question était comment Poutine allait-il réagir? La réponse vint plus vite que prévu. 6 heures après le discours de Lecornu, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, convoqua une conférence de presse d'urgence à Moscou. Correction 6, c'est déjà un mot en toutes lettres. Aucune modification nécessaire. Les déclarations irresponsables du ministre français Lecornu sont une provocation inacceptable, dit Peskov, visiblement agité. La Russie prendra des mesures appropriées pour protéger ses intérêts. Mais quelque chose avait changé dans le ton. Ce n'était plus de l'arrogance, c'était de la défensive. Les analystes le remarquèrent immédiatement. Poutine a perdu cette manche, écrivit un expert en géopolitique du Centre stratégique numéro 6. Lecornu a fait quelque chose que peu de dirigeants occidentaux ont osé répondre à la menace par l'escalade, forçant Poutine à reculer ou à risquer une confrontation réelle qu'il ne peut pas se permettre. Les 48 heures suivantes furent critiques à Paris. L'équipe de Lecornu surveillait chaque mouvement russe, cyberattaque, aucune augmentation significative. Provocation militaire, rien d'inhabituel. Campagne de désinformation étonnamment modérée. Poutine, le maître de l'intimidation, semblait silencieux. Il ne sait pas comment réagir, dit le général Bourcard à Lecornu lors d'un briefing sécurisé. Tu as fait quelque chose qu'il n'attendait pas. Tu as transformé sa menace en opportunité.
Maintenant, s'il escalade, il confirme ta narrative, chaque menace russe augmente l'aide occidentale. S'il ne fait rien, il paraît faible. Mais le vrai choc vient d'une direction inattendue. 12 heures après le discours de Le Cornu, l'Allemagne annonça qu'elle augmentait son aide militaire à l'Ukraine de 2 milliards d'euros. Puis la Pologne 1,5 milliard supplémentaire, le Royaume-Uni 1 milliard, les Pays-Bas 500 millions. En une semaine, l'effet domino déclenché par Le Cornu avait généré plus de 12 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Poutine avait voulu isoler la France. Il avait réussi à unir l'Europe. À Kiev, le président Zelensky convoqua une conférence de presse. « Je veux remercier personnellement le ministre Le Cornu », dit-il, la voix chargée d'émotion. Il a montré que le courage n'est pas mort en Europe, que face aux tyrans, il y a encore des leaders prêts à se tenir debout. Mais tous les regards étaient tournés vers une question: comment Macron gérait-il cette situation? Son ministre des Armées venait de défier directement Poutine, créant une onde de choc géopolitique. Certains conseillers de l'Élysée étaient furieux. Le Cornu a outrepassé ses fonctions, murmurait-il. Il a créé une crise diplomatique. Mais Macron lui voyait les choses différemment. Dans une interview surprise accordée à France 1, le président dit: Sébastien Lecornu a fait exactement ce qu'un ministre des Armées doit faire, défendre les intérêts de la France et ses valeurs face aux menaces. Nous ne reculons pas. C'était un soutien total public sans ambiguïté. Lecornu avait le feu vert présidentiel. Un mois plus tard, le premier convoi de matériel militaire français arriva en Ukraine, canons obus, drones, missiles flambant neufs. Les soldats ukrainiens accueillirent les camions avec des drapeaux français. Sur l'un des véhicules, quelqu'un avait peint au pochoir « Cadeau de Lecornu à Poutine ». Les réseaux sociaux explosèrent avec cette image. Elle devint virale. Un symbole, une réponse concrète à l'intimidation. À Paris, dans son bureau du ministère des Armées, Lecornu regardait les images sur son écran. Catherine Vautrin, son ancienne collègue, l'avait appelé « Tu as fait quelque chose que personne n'osait faire », dit-elle. « Tu as appelé le bluff de Poutine ?» Ce n'était pas un bluff, Catherine, il était sérieux. Justement, c'est pour cela que ta réponse était si importante. Tu lui as montré que nous sommes aussi sérieux que lui, peut-être plus. Lecornu sourit légèrement. Tu sais ce qui est drôle, Poutine pensait que me menacer directement me ferait peur. Il ne comprenait pas que je n'ai pas peur de lui. J'ai peur de ce qui se passe si nous ne l'arrêtons pas. 3 mois plus tard, lors d'un sommet de l'automne à Bruxelles, un incident révélateur se produisit. Un diplomate russe, lors d'une session à huis clos, mentionna le problème Lecornu en discutant avec des homologues occidentaux. « Votre ministre français est devenu un obstacle aux relations russo-européennes », dit-il. La réponse vint du représentant allemand « Non. Le ministre Lecornu est devenu le modèle de la manière dont l'Europe doit répondre à vos menaces. Et nous le suivons tous. » C'était officiel. Lecornu n'était plus seulement le ministre des Armées françaises, il était devenu le symbole de la résistance européenne face à l'intimidation russe. À Moscou, dans les couloirs du Kremlin, on parlait différemment de lui maintenant. Plus de mépris, plus de moquerie sur le jeune ministre inexpérimenté. Maintenant, c'était du respect forcé qu'on accorde à un adversaire qu'on a sous-estimé. Poutine lui-même, lors d'une réunion avec son conseil de sécurité, aurait dit, selon des sources proches, « Lecornu, j'ai fait une erreur avec lui. Il ne joue pas selon les règles habituelles. » Un de ses généraux aurait répondu, « Quelle erreur, monsieur le président? Je lui ai donné une raison de devenir un héros. En le menaçant, je l'ai transformé en symbole. Grosse erreur. » 6 mois après l'incident initial, l'Ukraine lançait une contre-offensive majeure dans la région de Kherson. Les canons français jouèrent un rôle crucial. Leur précision, leur mobilité, leur cadence de tir supérieure donnèrent aux forces ukrainiennes un avantage tactique significatif. Chaque obus tiré portait d'une certaine manière la signature de la réponse de Lecornu. Chaque kilomètre reconquis prouvait que la détermination pouvait vaincre l'intimidation. Les analystes militaires commencèrent à étudier ce qu'ils appelaient l'effet Lecornu, le phénomène par lequel une réponse ferme et immédiate aux menaces russes créait plus d'unité et de détermination occidentale que n'importe quelle diplomatie prudente. À Paris, Lecornu continuait son travail avec la même intensité. Mais quelque chose avait changé.
Les autres ministres européens de la Défense l'appelaient maintenant régulièrement pour des conseils, comment gérer les menaces russes, comment répondre sans escalader dangereusement. Sa réponse était toujours la même, fermement, immédiatement, avec des actes, pas des mots. L'industrie de défense française explosait. Les commandes affluaient pas seulement de l'Ukraine, mais de toute l'Europe. Les pays baltes voulaient des Césars. La Pologne voulait des missiles Scalp. La Finlande voulait des systèmes de défense aérienne. Tous disaient la même chose, nous voulons de l'équipement français parce que vous avez prouvé que vous êtes prêts à l'utiliser pour défendre nos valeurs. En septembre 2025, quand Lecornu devint Premier ministre, l'une des premières réactions vint du Kremlin. Peskov, lors de son briefing quotidien, dit simplement « Nous prenons note de cette nomination. Pas de menace, pas de provocation, juste une reconnaissance glaciale. Poutine avait appris sa leçon, on ne menace pas Sébastien Lecornu. On le respecte de gré ou de force. Dans les académies militaires du monde entier, l'épisode est maintenant étudié comme un cas d'école. Comment répondre à l'intimidation autoritaire? Les étudiants analysent chaque mot du discours de Lecornu, chaque élément de sa stratégie, chaque conséquence de sa décision. La leçon est claire, face à un tyran, la prudence peut sembler sage, mais c'est souvent la fermeté qui protège vraiment. Poutine avait construit sa stratégie sur un pari simple, l'Occident avait peur d'un conflit direct. Chaque menace ferait reculer les Européens. Chaque intimidation diviserait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela avait marché en Géorgie, en Crimée, dans le Donbass, puis Lecornu, un homme que Poutine ne connaissait pas, un ministre jeune sans la prudence paralysante des vieux routiers de la diplomatie. Un homme qui avait étudié l'histoire et en avait tiré une conclusion simple, les tyrans ne respectent qu'une chose, la force de la résolution. Aujourd'hui, quand les historiens écrivent sur la guerre d'Ukraine, ils notent un tournant, le moment où l'Europe est passée de la peur à la détermination. Le moment où un ministre français a dit non à Vladimir Poutine et a transformé une menace en catalyseur d'unité. Ce moment, c'était le discours de Lecornu. Ces 6 mots résument tout. Chaque menace et plus d'armes. Poutine voulait diviser, il a uni, il voulait intimider, il a galvanisé, il voulait affaiblir, il a renforcé. Et tout cela parce qu'il a commis une erreur majeure, il a cru que Sébastien Lecornu avait peur de lui. Il s'est trompé. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des citoyens ordinaires à travers l'Europe commencèrent à envoyer des lettres au ministère des Armées français. Des milliers de messages des Polonais, des Baltes, des Finlandais, même des Allemands. Tous disaient la même chose, merci d'avoir eu le courage de dire ce que nous pensions tous. Une grand-mère estonienne de 77 ans a écrit « J'ai vécu sous l'occupation soviétique, pendant cela je pensais que les Européens de l'Ouest avaient oublié ce que c'est que de vivre sous la menace russe. Le ministre Lecornu m'a prouvé que je me trompais. » Ces lettres s'empilaient dans le bureau de Lecornu. Son équipe voulait les archiver, mais il insista pour en lire une dizaine chaque jour. Ces gens comprennent ce qui est en jeu, disait-il. Ils savent que si nous cédons maintenant, nous cédons pour toujours. Un ancien soldat ukrainien grièvement blessé à Bakhmut envoya une photo. Il était debout à côté d'un canon César, son bras en écharpe souriant. Au dos, il avait écrit en français approximatif « Ce canon a sauvé ma brigade. Merci France. Merci Lecornu, vous êtes notre héros. » Mais tout n'était pas que soutien et admiration. Des critiques émergèrent aussi particulièrement de certains milieux diplomatiques français. « Lecornu est un cow-boy », murmurait un ambassadeur français à la retraite lors d'un dîner mondain à Paris. Il joue avec le feu, une guerre avec la Russie serait catastrophique. Ces critiques trouvèrent un écho dans certains médias. Un éditorial du Monde diplomatique titrait « La dangereuse escalade de Lecornu ». L'article argumentait que la confrontation directe avec Poutine risquait de fermer toutes les portes du dialogue. Lecornu écouta ces critiques avec attention. Lors d'une interview avec France Inter, il répondit directement « On me reproche l'escalade. » Mais qui a escaladé ? C'est Poutine qui m'a menacé publiquement, j'ai simplement répondu. Certains voudraient que je me taise, que j'accepte l'intimidation en silence. Mais le silence face au tyran n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. Ces mots étaient durs, mais ils résonnaient avec une grande partie de l'opinion publique. Les sondages montraient que 68% des Français soutenaient la réponse de Lecornu à Poutine. Dans les coulisses diplomatiques européennes, un changement subtil mais profond s'opérait.
Les ministres de la Défense, qui avaient autrefois hésité à confronter la Russie, commençaient à adopter un langage plus ferme. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius déclara lors d'une conférence à Berlin: « L'approche du ministre Lecornu nous a montré qu'il est possible d'être ferme, sans être belliqueux, de se défendre sans provoquer. L'Allemagne doit prendre de cet exemple. » En Pologne, le ministre de la Défense alla encore plus loin. Lors d'une visite à Varsovie, Lecornu fut accueilli comme un héros national. Des milliers de Polonais se rassemblèrent devant le ministère de la Défense polonais, brandissant des drapeaux français et polonais. Certains portaient des pancartes Lecornu et le De Gaulle de Białystok. Merci d'avoir défendu l'Europe. C'était un moment surréaliste pour le ministre français habitué aux réunions discrètes et aux négociations en coulisses. « Vous avez fait quelque chose que peu de dirigeants ont le courage de faire », lui dit son homologue polonais Mariusz Błaszczak. « Vous avez regardé le diable russe dans les yeux et vous n'avez pas cligné. » Lecornu répondit simplement: « La Pologne comprend mieux que quiconque ce que signifie vivre à côté de la Russie. Votre courage inspire le nôtre. » Mais le plus grand test de la stratégie de Lecornu vint 23 mois après son discours initial. La Russie lança une cyberattaque massive contre les infrastructures françaises, hôpitaux, réseaux électriques, systèmes de transport, tout fut ciblé simultanément. L'attaque était sophistiquée, coordonnée et portait clairement la signature des services de renseignement russes. C'était la réponse de Poutine, pas militaire mais dévastatrice quand même. Dans la salle de crise de l'Élysée, Macron, Lecornu et les chefs des services de sécurité se réunirent d'urgence. « Nous avons contenu 90% de l'attaque », rapporta le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mais certains dégâts ont été causés. Rien de catastrophique, mais significatif. Tous les regards se tournèrent vers Lecornu. Certains attendaient qu'il exprime des regrets, qu'il reconnaisse que sa fermeté avait provoqué cette réponse. Mais le ministre des Armées ne céda pas. « C'est exactement ce que Poutine veut ?» dit-il calmement. « Il veut que nous pensions que c'est ma faute, que si j'avais été plus doux, plus accommodant, il ne nous aurait pas attaqués. Mais c'est un mensonge. » Il se leva marchant vers la grande fenêtre donnant sur la Seine. « Poutine nous aurait attaqués de toute façon, pas parce que j'ai été ferme, mais parce que nous aidons l'Ukraine. Cette cyberattaque aurait eu lieu que je réponde à ces menaces ou non. La seule différence, c'est que maintenant, toute l'Europe sait que la Russie est l'agresseur. » Macron acquiesça. Alors, quelle est notre réponse? « Nous triplons nos investissements dans la cyberdéfense, » répondit immédiatement Lecornu. « Nous partageons nos capacités avec tous les pays de l'Union européenne. Nous créons un bouclier cyber-européen et nous annonçons tout cela publiquement en expliquant exactement pourquoi nous le faisons. » La stratégie était claire, transformer chaque attaque russe en justification pour renforcer l'Europe. Poutine ne jouait plus contre un seul ministre, mais contre un système qui apprenait à se défendre de manière systématique. Dans les jours qui suivirent la cyberattaque, plusieurs pays européens rapportèrent avoir subi des tentatives similaires. Mais grâce au partage d'informations coordonnées par la France, presque toutes furent neutralisées. L'attaque de Poutine avait accidentellement créé ce qu'aucune directive européenne n'avait réussi à créer, une vraie coopération en matière de cybersécurité. « C'est ironique », dit le Premier ministre estonien lors d'un sommet européen d'urgence. Poutine pensait diviser l'Europe en attaquant la France. Il a réussi à nous unir encore plus. 6 mois après le discours initial de Lecornu, un événement surprenant se produisit. Un ancien général russe, Andreï Gouroulev, fit défection en Occident. Lors d'une conférence de presse secrète organisée par les services de renseignement français, il révéla des détails fascinants. Quand Poutine a décidé de menacer Lecornu publiquement, raconta Gouroulev, tous ses conseillers lui ont dit que c'était une erreur, mais il était convaincu que les Français reculeraient. Il disait « Les Français sont mous, ils préfèrent le vin et le fromage à la guerre ». Il ne comprenait pas qu'un pays peut aimer la paix et être prêt à se battre pour la défendre. Et ces révélations furent explosives. Elles confirmaient ce que beaucoup soupçonnaient. Poutine avait profondément sous-estimé la volonté européenne. Et cette sous-estimation était devenue sa faiblesse stratégique. En octobre 2025, lors d'un dîner privé à l'Élysée, Macron et Lecornu discutèrent de l'avenir. Sébastien dit, le président, tu sais que ta nomination comme Premier ministre va provoquer une réaction à Moscou. Je sais, répondit Lecornu, mais à ce stade, tout ce que nous faisons provoque une réaction.
La question n'est pas d'éviter les réactions russes, c'est de les gérer de manière à renforcer l'Europe plutôt qu'à l'affaiblir. Macron sourit. Tu as changé. Tu sais, le jeune ministre de 2017 n'aurait jamais parlé comme ça. Le monde a changé, répliqua Lecornu. En 2017, nous pensions encore que la Russie pouvait être un partenaire. Maintenant, nous savons que c'est un adversaire. Cette clarté change tout. Quand la nomination de Lecornu comme Premier ministre fut annoncée le 9 septembre à Washington, le département d'État salua un leader qui affirmait sa détermination face à l'agression. À Londres, le Premier ministre britannique appela personnellement pour féliciter. À Kiev, Zelensky tweeta simplement « La France a choisi la force ». L'Ukraine applaudit. Mais à Moscou, le silence fut assourdissant pendant 48 heures, puis vint la déclaration officielle de Peskov. « Nous prenons note. » 3 mots, rien de plus. C'était peut-être la réponse la plus révélatrice. Poutine n'avait plus de menaces à proférer, plus de provocations à lancer. Il avait compris que Sébastien Lecornu ne se laissait pas intimider. Aujourd'hui, dans les salles de cours des académies militaires de West Point aux États-Unis, de Sandhurst au Royaume-Uni et de Saint-Cyr en France, l'épisode « Lecornu Poutine » est enseigné comme étude de cas comment répondre à l'intimidation autoritaire, comment transformer une menace en opportunité stratégique, comment maintenir l'unité face à la division. La réponse tient en un principe simple que Lecornu lui-même formula. Lors d'une conférence à Sciences Po, les tyrans testent constamment nos limites. Chaque silence était interprété comme de la faiblesse, chaque hésitation comme une invitation à aller plus loin. La seule langue qu'ils comprennent vraiment est celle de la détermination inébranlable. Un étudiant leva la main. « Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous